Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va faire un petit bilan de puissance sur un transformateur. Donc le circuit est représenté ici. On a un GBF qui est ici, par exemple, ou un circuit de plus grande puissance, ou directement le réseau électrique si on préfère. Et donc il alimente un transformateur. Et ce qu'on a fait en fait, c'est que on suppose le transformateur parfait et en fait les défauts du transformateur qui sont ici. Donc ici, on a en fait les défauts du transformateur. Ils ont été, selon la méthode classique, ils ont été sortis de la partie idéalisée du transformateur. Et on a ici RP qui peut représenter par exemple la dissipation par effet joule, la résistance en fait des enroulements des bobines du transformateur. Et LF qui peut représenter une inductance liée aux fuites magnétiques du fait que le champ magnétique ne soit pas parfaitement canalisé au sein du transformateur. Alors simplement, ce phénomène peut se produire au primaire ou au secondaire, mais par la méthode classique de transfert d'impédance, on a tout envoyé au secondaire, ce qui simplifie après, ça évite d'avoir une sorte de double aspect des pertes. Et tout ça débite dans une charge, et en fait la charge est réellement ici. Il faut bien comprendre que le RP et le LF, c'est un peu l'équivalent de, par exemple, la résistance dans une bobine, c'est en fait dans le transformateur, et vous ne pouvez pas réellement y accéder. Donc la chose auquel vous pouvez vraiment accéder, c'est la tension au niveau de la charge qui est représentée, pour simplifier, par une résistance. Et le transformateur a un rapport de transformation qu'on appelle M. Donc on suppose en entrée une tension sinusoïdale avec une amplitude E. Alors bien évidemment la tension U1 est exactement égale à la tension E. Ensuite, U2 s'obtient par rapport à U1 grâce au rapport classique de transformation. On a bien les flèches dans le même sens et on a bien les bornes homologues qui sont ici. Par contre, faire attention, regardez comment on a pris I2. I2, on l'a pris sortant et donc il n'y a pas le moins, d'accord. En amplitude, I2 serait I1 sur M, c'est sûr, mais normalement, si on fait la convention rentrante, on aurait un signe moins, vu que I2 est choisi sortant. Ici, vous n'avez pas le signe moins, donc I2, c'est 1 sur M, I1. Voilà pour les principales notions pour l'instant. Et maintenant, on va faire quelques petits calculs sur ce transformateur. Alors, pour commencer, on nous demande d'exprimer l'amplitude complexe U bar de la tension au niveau de la charge. Donc là, il n'y a pas d'immense difficulté parce que finalement, de cette relation-là, on peut directement trouver que, on voit bien évidemment que ici, le E bar serait égal à E, vu qu'on a pris la référence de phase sur E, et vu que U2 c'est juste M2, il est clair que le U2 bar, c'est simplement ME, pour l'amplitude de la tension au secondaire. Donc simplement, on effectue un pont diviseur de tension, avec les éléments qui sont ici, et assez simplement, on va avoir que l'amplitude complexe de la tension de sortie, c'est l'impédance au niveau de cette tension, c'est-à-dire RCH. Et on met au dénominateur la somme de toutes les impédances, c'est-à-dire RCH plus RP, qu'on peut regrouper comme étant la partie réelle, et un terme associé à l'inductance, JLF oméga, et tout ceci, U2 bar, mais simplement, comme on l'a écrit, U2 bar, c'est simplement ME. Voilà. Donc, ce qui fait finalement que U bar, ça sera égal à RCH, ou MRCHE, si on préfère, et on va simplement diviser par le terme qui est là, que je peux peut-être tenter de récupérer comme ceci. D'accord, donc ça c'est... Oups, petite erreur, on va revenir en arrière. Ça c'est donc l'expression qui était posée, donc l'amplitude de la tension de sortie, l'amplitude complexe. Voilà, donc on peut mettre ça en évidence. Et maintenant on passe à la question qui est un peu plus intéressante, c'est-à-dire le rendement du transformateur. Alors, le rendement du transformateur, en théorie, c'est bien sûr, si on commence là-dessus, il est évident que d'un point de vue formel, le rendement en petit r, c'est la puissance utile sur la puissance fournie. Et la puissance fournie, elle est fournie au niveau du générateur. Et la puissance utile, vu que la charge est ici, bon, bah, par exemple, je sais pas, vous avez une résistance qui est censée chauffer quelque chose, ou qui va faire l'effet joule pour
peu importe, ou ça représente une lampe, enfin peu importe. Toujours est-il que la puissance utile, c'est la puissance qui sera dissipée dans la résistance de charge, ici, sur la puissance fournie au niveau du générateur. Et simplement, la puissance fournie, qui normalement est la puissance fournie par le générateur, donc on peut raisonner de façon instantanée et faire une rapide transformation. La puissance fournie par le générateur instantané, pour l'instant, là ce sont des puissances moyennes, ça serait bien sûr E de t fois I1 de t. Mais on voit que cette puissance, vu qu'il n'y a pas d'élément de résistance par exemple au primaire, cette puissance est entièrement absorbée par le transformateur. Si on préfère, vu que E de t c'est U1, ça revient à une puissance absorbée au primaire qui vaut U1 de t fois I de t, I1 de t, pardon. Et maintenant, vu que le transformateur, la partie centrale est supposée parfaite, elle est sans perte, et même instantanément, à chaque instant, là, il n'y a pas d'énergie stockée dans le condensateur parfait avec ce muir qui tend vers l'infini. Donc elle est instantanément transférée au secondaire. Et vu qu'on aura U2 qui vaut M U1 et que I2 vaut 1 sur M I1, on a forcément que le résultat, en multipliant et divisant par M, on a forcément que ceci c'est U2 I2 de T. Donc on peut éventuellement se passer de dire ça, on peut simplement dire que le transformateur est sans perte, mais disons qu'il suffit simplement de raisonner au secondaire, on peut oublier le primaire, en fait toute la puissance fournie par le générateur est transférée au secondaire, donc il suffit de se concentrer sur ce qui se passe au niveau du secondaire. Et en fait, au niveau du secondaire, vous avez deux éléments, les seuls éléments qui vont pouvoir dissiper de l'énergie, ce sont les résistances. Donc en fait, au niveau du secondaire, on peut réécrire que finalement, le rendement, on peut dire que c'est la puissance qui est dissipée dans RCH sur la puissance fournie, mais cette puissance fournie, elle est forcément dissipée au secondaire, elle est soit dissipée dans petit rp, soit dans RCH. Donc la puissance qui est fournie, elle sera dissipée soit dans rp, plus la puissance dissipée dans RCH. Et ce qui fait que finalement, on peut terminer très rapidement l'exercice, c'est que les résistances sont parcourues par le même courant. Donc, simplement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement écrire que forcément la puissance dissipée dans RCH, c'est tout simplement RCH I2 efficace au carré, même si on n'a pas l'expression de I2 efficace, la réponse est forcément celle-ci, et la puissance dissipée sur RP plus RCH, vu que les deux sont en série, c'est forcément RCH plus RP, I2 efficace carré. Et même sans connaître I2 efficace, vous voyez que si on fait le rapport, on obtient forcément que, sans grande surprise, le rendement, c'est RCH sur RCH plus petit rp. Donc voilà pour la réponse. Et on peut donc obtenir cette réponse rapidement, simplement en raisonnant par transfert de puissance, en quelque sorte, et obtenir ce résultat sans calcul. Alors, il peut quand même être intéressant de, je dirais, faire le calcul à la main, et de ne pas forcément penser à ça. C'est bien sûr la méthode qu'il faudrait privilégier, mais on peut faire un calcul un peu plus long qui nous permettra de nous entraîner un petit peu sur la manipulation de toutes les grandeurs complexes, les amplitudes complexes, et puis les puissances moyennes. Voilà. Alors, bien sûr, pour la puissance, donc je vais faire un calcul, je vais calculer à la main, je vais la puissance fournie et la puissance dissipée. Donc maintenant, je vais faire une seconde méthode, mais qui sera un peu plus longue, mais elle aura l'avantage de faire travailler un petit peu les notions qui sont dans ce chapitre. Alors, la première idée, on peut repartir sur déjà la puissance qui est dissipée dans RCH. Bien, on peut aussi l'écrire U2 efficace au carré sur RCH. Il nous suffit simplement de reprendre l'expression de U efficace, pas U2 efficace, U efficace sur RCH, car c'est bien la tension au niveau de la résistance qu'il faut utiliser. Et la tension efficace, la tension au niveau de RCH qui est ici, on a son expression ici, donc il suffit simplement de prendre le module de l'expression qui est là. Ok, donc on va simplement, on va peut-être la recopier en vitesse pour l'avoir à disposition, donc je vais la prendre là. Ok, on va la déplacer par exemple par ici, comme ça on l'aura en réserve, ce sera plus simple pour suivre le calcul. Alors,
Pour faire ceci, donc on prend simplement le module, on peut le faire ici, le calcul du module, d'accord. Le module de U bar, ce sera simplement M RCH E sur la racine de RCH plus RP carré plus LF oméga carré. Donc on reporte simplement ici, et ça fera M carré, RCH carré, E carré. Ça c'est le début du calcul, pardon, il faut que j'en copie en dessous, RCH fois, et donc ici le terme RCH plus RP au carré plus LF oméga carré, comme ceci. Et alors simplement il manque un petit terme parce que là c'est l'amplitude et il nous faut la grandeur efficace, donc on passe à la grandeur efficace en divisant par racine de 2, et vu que là on prend le carré, il faut rajouter un 1,5 en toute rigueur, sinon c'est une petite erreur. Et ensuite on simplifie les RCH, ici on peut simplifier un RCH ici et un ici. Donc finalement on peut réécrire la puissance dissipée dans RCH qui vaudra finalement M carré RCH E carré sur le terme qui est donc RCH plus RP au carré plus LF oméga carré. Voilà. Donc là je dirais qu'on a fait la moitié du chemin. Bon, bien sûr c'est un chemin qui est beaucoup plus long que le précédent, enfin c'est un chemin possible. Et il manque le facteur 2 que j'ai mis tout à l'heure mais que je n'ai pas recopié ici. Et donc avec un facteur 2 comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une première expression positive. On retrouve bien une tension au carré et là, une impédance sur une impédance carrée. Donc une tension au carré sur une impédance qui est bien une puissance moyenne, d'accord. Et maintenant que j'ai calculé le terme de puissance dissipée, il faut que je calcule le terme de puissance fournie, mais je vais le calculer directement à l'aide de cette expression-là. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est calculer la puissance fournie directement à l'aide de cette expression-là, sans passer par le raccourci qui est ici, bien sûr. Alors, pour faire ceci, eh bien, je reparle la définition. Donc, je dis en fait que la puissance fournie, d'accord, la puissance fournie, eh bien, en moyenne, ici, c'est la moyenne de U2 de T, I2 de T, et eh bien, ça fera U2 efficace, I2 efficace, et je vais appeler cos phi2, avec phi2, qui est phi2, c'est, disons, le déphasage entre U2 de T et I2 de T. Et vu que je veux le cosinus, finalement, je n'ai pas trop besoin de préciser si je veux le déphasage avance ou le déphasage retard. Ce n'est pas très important, ou quel est le déphasage de l'un par rapport à l'autre. Voilà. Donc U2, on ne peut pas beaucoup se fatiguer. Pour U2, c'est simplement ME avec un racine de 2. Ça, on l'a déjà vu. Et maintenant, il faut qu'on travaille sur le I2 efficace cos phi 2. Alors, pour faire ce calcul-là, eh bien, en fait, si on reprend le I2 efficace, on peut se rendre compte que le I2 efficace, c'est simplement le I2 bar, c'est simplement le U bar sur RCH. Donc, vu qu'on a l'expression de U bar, d'accord, on peut reprendre l'expression de U bar qui est ici, et simplement, or, le I2 bar, c'est simplement U bar sur RCH, et on obtient donc ici, simplement en enlevant le RCH, ME sur racine, donc, sur le RCH plus RP plus JLF oméga. Et maintenant, ce que je dois faire, eh bien, il me faut extraire à la fois, alors, en fait, cette phase phi2, le déphasage entre U2 et I2, où j'aurais pu dire, regardez, je vais me simplifier un peu, je vais tricher un tout petit peu, comme ça. Je vais dire que c'est le déphasage, encore une fois, comme j'ai indiqué, le signe n'a pas d'importance, donc je peux tout à fait dire que c'est le déphasage de I2 par rapport à U2. Or, on sait que l'argument de U2 bar fait 0, parce qu'on a pris la référence, si on revient au début, on a pris la référence sur E, et on sait que U2 c'est juste ME, donc l'argument de U2 bar fait 0. Donc en fait, ce déphasage-là, le déphasage de I2 par rapport à U2, ça revient à calculer la phase, ou l'argument, si vous préférez, de I2 de T. Voilà.
Donc en fait, on a juste besoin de calculer celui de i de t. Et vu qu'on a i de bar, ben, si vous avez i de bar, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver? Il nous reste à trouver à un coefficient racine de 2 près l'amplitude de i de bar. Donc on a i de bar, ça ne devrait pas être trop difficile. Et de trouver la phase de i2. Vu qu'on a son expression complexe, ça doit être possible. Alors, maintenant je fais les calculs ici. Donc ceci va entraîner que le module de i de bar, et on va directement dire efficace, donc je vais rajouter un 1 sur racine de 2, comme ça je ne l'oublierai pas. Et je prends le module ici, c'est-à-dire ME sur racine de RCH plus RP, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Et d'autre part, il faut que j'extrais l'argument de i de bar, vu qu'ici on a un réel positif, ME, c'est moins l'argument de RCH plus RP plus JLF oméga. Et on peut appeler cet argument, on peut appeler ça moins θ, en disant que, en cherchant θ, qui est l'argument de RCH plus RP plus JL oméga. Donc là, je vous rappelle simplement, on a un angle complexe qui est Z égale A plus IB. Et si vous voulez le cosinus de θ, si Z s'écrit ρ EI θ, et bien simplement le cosinus c'est simplement la partie réelle sur le module. Voilà. Donc il suffit de l'appliquer dans ce cas-là, ça c'est juste un petit rappel. Et donc si je l'applique dans ce cas-là, on a un peu partout, mais on devrait y arriver, c'est pas très très propre, mais j'en déduis que cos θ, pardon, pas besoin de θ, j'ai besoin de cos θ. Cos θ, c'est simplement la partie réelle, RCH plus RP, sur le module qui vaut à nouveau RCH plus RP au carré plus LF oméga, la partie imaginaire au carré. Voilà, donc on va encadrer ça. Je crois qu'on a tout ce qu'on veut pour terminer. On a besoin de ceci et de la formule qui était ici. Alors, pourquoi maintenant on peut terminer? Parce qu'en toute rigueur, bon, il nous faudrait, donc ça c'était phi2, d'accord? En toute rigueur, ceci, c'était ce qu'on cherchait, c'était phi2. Mais on a phi2 qui est au signe près θ, et vu qu'on veut le cosinus en fait, donc vu que les deux angles sont égaux au signe près, ils sont opposés en toute rigueur, leur cosinus est identique. Donc simplement, je peux directement utiliser ça, c'est aussi, donc je vais l'écrire ici, ceci c'est aussi cos phi2. Voilà. Et donc maintenant je peux terminer. Donc je vais reprendre cette formule-là. Je vais dire que PF c'était donc ME fois donc ME sur racine de 2 fois I2 efficace fois cos phi2. Les expressions sont ici, donc on va tout recopier. Ça fait donc, alors, il y a ME et un ME, ce qui fera un M carré E carré. Racine de 2 fera un 1/2 fois, alors, le I2 efficace, il est ici. Alors j'en ai déjà pris une partie, d'accord. Il me reste à prendre. Vous voyez, j'ai le dénominateur qui est là, donc j'ai deux fois le dénominateur. Je l'ai une fois là, le dénominateur, et une fois là, c'est le même. Donc, vu qu'en fait, en faisant le produit, vu qu'il y a la racine va disparaître. Ok, pardon. On a la racine qui va partir. Donc, on va se retrouver avec simplement RCH plus RP carré plus LF oméga carré. Donc ça, qu'est-ce qu'on a pris pour l'instant? Je vais mettre tous les termes qu'on a pris. Ça c'est pris, ça c'est pris, ça aussi, ça aussi, ça aussi. On a pris, bon, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça a été pris. Les racines ont été prises. Et il me reste simplement le numérateur qui est là. Donc il me reste simplement à rajouter ce qui n'a pas été retenu ici, RCH plus RP. Et maintenant, donc j'ai deux formules. Je vais encadrer en rouge ces deux formules-là. J'ai la puissance, pardon, la puissance fournie qui est ici. Voilà. Et j'avais la puissance dissipée que j'avais mise ici. Donc je vais peut-être la reprendre, cette formule qui est ici. CTRL-C, et on va essayer de l'emmener un peu plus bas. Voilà, jusqu'ici. Ok. Et donc on a cette deuxième formule qui est ici. D'accord. Et donc, voilà, on arrive ici et on sait que, eh bien, en fait, le rendement, après ce qu'on a dit précédemment, le rendement, c'est égal à, eh bien, en fait, P
dissipé dans RCH sur P fourni. Et on voit en fait, vous voyez que le M carré sont communs, le E carré est commun, le 2 est commun, le dénominateur c'est le même. Il vous reste simplement, si vous regardez bien, il vous reste ici un RCH plus RP qui reste, et il vous reste ici un RCH. Donc on aura bien au final RCH sur RCH plus RP. Ok, donc on est bien conscient que ce second calcul est beaucoup plus long que le précédent. Hein. Le précédent tombait en une ligne, mais il avait le mérite de montrer comment la puissance se transfère le long du transformateur. Et puis il fait travailler sur les amplitudes complexes. Il montre de ne pas confondre la puissance moyenne avec la puissance instantanée, bien lier ça au grandeur efficace. Ne pas oublier, c'est ce qui est souvent oublié, d'accord. On se ramène souvent, quand on est un peu perdu, on se ramène souvent au calcul de départ, donc P égale U fois I. Attention que si U et I ne sont pas en phase, on n'est plus dans un régime permanent maintenant, il ne faut pas oublier le facteur de puissance qui est le cos phi, d'accord. Et je vous ai remontré comment trouver le cos phi, d'accord. Donc comment trouver I de bar, comment extraire son module, comment extraire sa phase. Pensez toujours à cette petite méthode, hein, c'est très simple. Enfin bon, le ρ I θ, le z égale à plus IB. Faites si besoin, si vous avez besoin, vous refaites encore un petit schéma, comme ceci, où vous allez représenter, où vous mettrez le nombre complexe et vous dessinerez en fait ce nombre complexe, où vous aurez, quelque part vous aurez donc A, et vous aurez donc B ici, et vous avez le nombre complexe Z ici, et voilà, et vous pouvez assez facilement extraire le θ qui est là, donc avec les lignes trigonométriques, vous pouvez très rapidement sortir les différents éléments. Voilà pour cet exercice, encore une fois, qui pouvait être fait très rapidement, mais sur lequel j'ai voulu un petit peu insister pour certains détails. Je vous remercie.